Bonsoir. Mesdames et messieurs, chères consoeurs, chers confrères, bienvenue à l'Académie pour assister à une conférence. Il y en aura en principe 2 par an, organisée sous les auspices de l'Académie et de Corrégos, l'encyclopédie des arts, encyclopédie numérique qui est patronnée par l'université, par l'Académie et à laquelle participent un certain nombre de membres de l'Académie. J'ai dans mon champ de vision Madame Perrier-Ditteren qui fait notamment partie du comité scientifique de Corrégos et si je ne m'abuse, Madame Van den Bemde y collabore ou en tout cas se prépare à certains reporticles, n'est-ce pas? Et Monsieur Semling aura dans quelques instants l'occasion de vous en dire davantage sur cette encyclopédie du numérique qui se développe indiscutablement, qui présente évidemment cet avantage de pouvoir s'adapter aux exigences de l'actualité, qui permet d'intégrer rapidement des corrections sans devoir passer notamment par les rééditions coûteuses, difficiles, même si aujourd'hui les prix de l'impression ont considérablement diminué. Mais vous n'ignorez pas que les obstacles présentés par l'imprimé quand il s'agit de réimprimer un certain nombre d'ouvrages, ces obstacles sont évidemment nombreux et le numérique que l'Académie a décidé de promouvoir depuis plusieurs années permet évidemment de pallier toute une série d'inconvénients. À cet égard, je voudrais tout de même dire que je crois que notre Académie a donné le ton depuis 2 ans et demi. Tout ce qui se publie à l'Académie, je dis bien tout ce qui se publie à l'Académie, existe également en version numérique que vous pouvez acheter soit à partir du site de l'Académie, soit à partir de plateformes numériques, soit à partir de Amazon, où vous pouvez acheter soit en numérique, soit en imprimé, bien sûr. Je crois qu'il faut vivre avec son temps et à cet égard, ce qui explique aussi ma prise de parole, c'était pour insister aussi sur cet aspect édition. D'ailleurs, si vous vous retournez, vous verrez qu'il y a notamment ici au fond de la salle une dame qui est prête à vous vendre toute une série de publications de l'Académie. Mais vous allez voir notamment la série Académie en poche que l'Académie a lancée. Le rapport qualité-prix est imbattable. Ce sont des ouvrages de maximum 140 pages, format de poche, qui se vendent 5 €. Dites-moi où vous pouvez trouver l'équivalent. Et je m'empresse de dire, parce que vous connaissez mes opinions politiques, et donc j'accepterais mal que l'on vende à perte ou que l'on fasse du dumping. Et donc nous ne pouvons arriver à ce résultat que parce que l'Académie est son propre diffuseur. Pour votre gouverne, c'est une chose généralement que les lecteurs d'ouvrages ignorent. Un distributeur prélève aujourd'hui en Belgique 52%, n'est-ce pas, du prix de vente d'un ouvrage. Vous ajoutez à cela ce qui revient tout naturellement aux libraires, vous verrez qu'il ne reste pas beaucoup pour les éditeurs, pas davantage et encore moins pour les auteurs. Et donc, dans ces conditions-là, si nous voulons donc maintenir ces rapports qualité-prix et vendre des ouvrages à des prix raisonnables, il fallait notamment que l'Académie soit son propre diffuseur. Nous sommes en librairie, mais nous jouons aussi le rôle de librairie ambulante.
Nous vendons nos livres à l'Académie en toutes circonstances, chaque fois qu'il y a des manifestations publiques. Nous le faisons avec le Collège Belgique à Liège, à Namur, à Charleroi, et indiscutablement, ça nous permet aussi de pallier, et c'est valable, a fortiori évidemment pour l'existence d'une encyclopédie des arts numériques. Je suppose devant moi une assemblée constituée essentiellement de Bruxellois. À Bruxelles, vous ne manquez pas de librairies, même si certaines ferment, vous avez tout de même un échantillon de librairies considérable. Vous devez vous dire que en Wallonie et notamment dans les régions peuplées, vous avez de véritables déserts. Le mot n'est pas caricatural, il est à peine faible, n'est-ce pas? Il est à peine exagéré. Vous avez de véritables déserts marqués par l'absence totale de librairies, d'où l'importance des sites Internet, d'où l'importance des plateformes qui vous permettent d'acheter des ouvrages, d'où, c'est ce qui nous rassemble ce soir, l'importance d'une encyclopédie de qualité telle que Corégos, que nous patronnons, que nous subsidions en partie. Je tiens encore à remercier tous ceux et celles qui participent, je veux dire, à l'élaboration de cet ouvrage de qualité qui présente à mes yeux cette caractéristique, c'est d'être à la fois accessible, intéressante pour le spécialiste, autant que pour celui ou celle qui essaye d'être quelqu'un de cultivé et qui s'intéresse à la culture, à son évolution et à ses diverses manifestations, puisque toutes, M. Semling vous en dira certainement un mot, toutes les catégories de la culture sont évidemment représentées sur l'encyclopédie Corégos. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais délivrer en guise d'accueil. Et maintenant, avant que vous n'écoutiez M. Warmenbol vous parler d'égyptomanie, et croyez-moi, il en connaît un bout en la matière, je passe immédiatement la parole à M. Semling. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, donc, comme vous le savez sans doute, je suis le président du conseil d'administration de Corégos, et ce soir, bien évidemment, c'est un président très heureux qui vous parle. Très heureux pour trois raisons principales. D'abord, de pouvoir vous recevoir dans cette magnifique salle, dans cette prestigieuse salle de la salle du trône de l'Académie royale de Belgique. Cette réception dans cette salle prouve encore une fois le soutien indéfectible de l'Académie royale de Belgique au projet Corégos, et je tiens ici à en remercier le secrétaire perpétuel. Je suis également bien évidemment heureux de pouvoir introduire aujourd'hui un conférencier rare, qui est à la fois égyptologue, égyptomane, peut-être égyptomaniaque, ça c'est lui qui nous le dira. Et je suis également très heureux de pouvoir vous démontrer par l'organisation de cette conférence que Corégos ouvre finalement une nouvelle dynamique. Certes, Corégos est né comme une revue et une encyclopédie multimédia des arts, et cette revue en ligne ne cesse de se développer. Comme le secrétaire perpétuel vous l'a expliqué, nous publions un nombre important de reporticles. Je rappelle l'origine de ce mot reporticle, c'est le mariage de reportages audiovisuels et d'articles, articles étant l'héritage de la Renaissance, l'héritage du livre imprimé. Mais aujourd'hui, avec cette conférence, nous accroissons une nouvelle dynamique qui est celle de l'organisation justement de conférences. Nous avons estimé qu'il était tout à fait cohérent, je dirais, à côté des reporticles et du numérique, d'avoir également l'organisation périodique de conférences. Alors, cette conférence, la conférence d'aujourd'hui consacrée à l'égyptomanie, est la deuxième du genre. Je n'en veux pour preuve que l'agenda que vous avez sous les yeux. Peut-être certains se souviennent de la première conférence qui était consacrée à la réédition de l'ouvrage de Jacqueline Leclerc-Marx, qui était consacrée à la sirène dans la pensée et dans l'art de l'Antiquité et du Moyen-Âge. C'était un ouvrage qui avait été imprimé il y a déjà de nombreuses années par l'Académie royale de Belgique. Le coût de sa réimpression étant trop important, sa réédition a été complètement reprise en charge par Corégos. Donc ça, c'était notre première conférence, c'était la présentation et une conférence de Madame Leclerc-Marx. Aujourd'hui, nous avons la deuxième conférence.
Mais j'ai déjà le plaisir de vous annoncer qu'une troisième conférence est prévue le 24 septembre 2015. Elle sera donnée par Madame Perrier-Ditteren, qui est présente dans la salle. Elle sera consacrée, le thème en sera la restauration face à l'usure du temps. C'est évidemment une thématique tout à fait d'actualité, notamment en raison de la restauration, oserais-je dire, de notre chapelle Sixtine, qui est l'agneau mystique des frères Vaneyck à Gand, qui est un gros chantier de restauration actuellement en cours, et dont certainement Madame Perrier aura l'occasion de nous parler. En novembre 2015, nous aurons également une autre activité, ce sera également une première. Cette fois-ci, ce sera la publication d'un ouvrage inédit d'André Stevens, qui est un architecte et un historien de l'architecture. C'est un ouvrage qui sera consacré à l'architecture de terre et patrimoine mondial. Ce sera la première fois que nous publierons un ouvrage complètement inédit. Et nous prévoyons déjà, au printemps 2016, d'organiser une conférence avec les professeurs Brigitte Desnaux et Ralph de Koning, qui est par ailleurs devenu membre de l'Académie royale de Belgique, et qui sera consacré au retable baroque dans les Pays-Bas méridionaux et en Europe. Donc, comme vous pouvez le constater, notre activité en matière de conférences se développe, et j'en suis bien évidemment très heureux, mais je tiens à préciser que nous ne perdons évidemment pas notre objectif de base de vue. L'objectif fondamental de Corégos, c'est d'être un passeur de culture, et je dirais même un facilitateur de culture, si vous m'autorisez le terme. Il s'agit effectivement de faciliter, je dirais, la publication et la communication des travaux pour les historiens de l'art. Les historiens de l'art ne sont pas très familiarisés avec le multimédia, avec Internet, et l'une des vocations de Corégos fondamentales, c'est de permettre justement que ce soit facile pour eux de publier des contenus avec énormément de documentation, des images, des vidéos, des fichiers audio, etc. C'est pour leur faciliter l'accès aux multimédia, parce que l'histoire de l'art, évidemment, est une discipline qui peut profiter d'Internet plus que toute autre discipline. Mais c'est aussi, évidemment, un facilitateur de culture pour le public, puisqu'il s'agit d'offrir au public, de manière gratuite, un contenu de qualité dans le domaine de l'histoire de l'art. Ce projet magnifique est tout à fait possible, et j'en terminerai là, avant de vous présenter le conférencier de ce soir, parce que nous sommes une petite équipe très motivée, très enthousiaste, de bénévoles, qui, grâce notamment aussi au caractère fédérateur de la collaboration avec l'Académie, nous permet de réaliser tout cela, et je tiens évidemment, bien évidemment à les remercier de leur action ici. Alors, je vais très rapidement vous présenter le conférencier de ce soir. Certains d'entre vous le connaissent, c'est Eugène Warmont-Boll, qui est docteur en histoire de l'art et archéologie de l'ULB, qui est également professeur à l'ULB, à la faculté de philosophie et lettres, qui est professeur à l'Institut supérieur d'histoire de l'art et d'archéologie de Bruxelles, qui est également membre du comité scientifique de Corégos, et qui est également, ce qui me semble très important à la matière, un archéologue de terrain. Donc ce n'est pas simplement un archéologue qui se plonge dans les livres, puisqu'il a fouillé en Égypte et au Proche-Orient. La conférence de ce soir, elle est consacrée, vous en connaissez le titre, à l'égyptomanie de l'Amazonie aux Zambèzes. Et je m'empresse de passer la parole au conférencier, à savoir Eugène Warmont-Boll. L'égyptomanie de l'Amazone aux Zambèzes, c'est un titre un peu curieux, bien entendu, mais qui voulait dire que je vais vous promener à travers les témoignages de cette égyptomanie, cette passion excessive, disent certains, pour l'Égypte ancienne, comme elle se manifeste effectivement de l'Amazone. Il y a des exemples au Brésil jusqu'aux Zambèzes, il y a des exemples en Afrique également. Heures et malheurs d'une référence universelle, l'Égypte est devenue, après l'expédition de Bonaparte en Égypte, une référence universelle effectivement. On considère que l'Égypte ancienne est un peu la mère des civilisations antiques, classiques. On lui devrait beaucoup de choses, on lui doit certainement beaucoup de choses, et on lui doit entre autres une forme assez particulière d'architecture, d'art du 19e, du 20e, du 21e encore, qui se réfère à un vocabulaire formel immédiatement reconnaissable d'ailleurs, pyramide, obélisque, etc., pour dire des choses très diverses que l'on va explorer ensemble à travers les images que je vais vous projeter et qui vont nous amener en fait de la France,
à la Belgique, mais en passant par de très nombreux pays par ailleurs. Oui, l'illustration que je vous montre sort d'une bande dessinée. Elle était en couverture de ma thèse de doctorat qui était consacrée à l'égyptomanie, mais en Belgique spécifiquement. Vous avez les terrils, évidemment, de la région de Charleroi dans le Haut, qui font penser aux héros de l'histoire en question, aux pyramides d'Égypte. Tout est prétexte à l'Égypte, partout, tout le temps, comme vous allez le voir. Et la référence, elle est bien là, mais elle est parfois très délicate, dirais-je, ou très peu lisible à premier abord. L'Égypte, bien sûr, est déjà dans l'imaginaire occidental depuis la Renaissance, voire même plus tôt déjà. Elle est redécouverte à travers les auteurs classiques, les auteurs grecs, les auteurs latins. Mais ce n'est que vraiment avec l'expédition de Bonaparte qu'on acquiert une connaissance réelle de l'Égypte, donc une connaissance qui n'est plus littéraire, une connaissance des monuments de l'Égypte ancienne. Ce n'est qu'avec l'expédition de Bonaparte, effectivement, tout particulièrement, qu'on découvrira la Haute-Égypte, les grands temples de Luxor, de Karnak, etc., qui vont très vite servir d'inspiration aux architectes de l'époque napoléonienne d'abord, mais à tous leurs successeurs également. Une référence qui est beaucoup plus ancienne, évidemment, c'est la pyramide. Pyramide que nous rencontrons dès avant Bonaparte, un exemple en bas de l'image de Étienne-Louis Boullé, et qu'on rencontrera encore jusqu'à nos jours, évidemment, utilisé, réutilisé, on terminera là-dessus d'ailleurs, à des fins diverses. Entre autres ici, la pyramide d'Alexandre Brognard au Père-Lachaise, jamais réalisée. Il y a beaucoup de projets, en fait, dans ce que je vais vous montrer. Enfin, quelques projets, en tout cas. Il y a beaucoup de projets dans l'absolu, jamais réalisés. Pour certains, on s'en félicite, qu'ils n'aient jamais été réalisés, d'ailleurs. Pour d'autres, eh bien, on regrette qu'on ne les ait jamais vus. Et je vous parlerai, entre autres, d'une pyramide qui aurait dû voir le jour à Waterloo, figurez-vous. La butte, ce n'est qu'un deuxième projet, au départ. Il s'agissait bien d'une pyramide, un gigantesque cénotaphe en forme de pyramide qu'on voulait construire à Waterloo. La référence est funéraire, bien entendu, et on va voir à travers les exemples, des exemples nombreux, que c'est évidemment la ligne de base de ma chanson, si je puis dire, le funéraire. L'Égypte, c'est le pays des momies, c'est le pays des morts, et c'est en fait surtout dans les cimetières, dans les monuments funéraires qu'on va retrouver des choses égyptisantes, parfois égyptomaniaques, vous voyez la nuance que j'établis, égyptisantes, se référant à l'Égypte innocemment peut-être, égyptomaniaque parce que certains ont vu dans l'Égypte beaucoup plus qu'elle ne l'est, une espèce de référence ultime, la source de tout savoir, de toute sagesse. Là, je crois qu'il faut très fortement nuancer. Bonaparte est en Égypte en 1798, les troupes françaises y resteront jusqu'en 1801. Vous savez que c'est un échec militaire, mais l'échec militaire sera récupéré de manière absolument brillante par Bonaparte en faisant un succès scientifique. Le succès scientifique, c'est la description de l'Égypte, un ouvrage qui est encore incontournable aujourd'hui pour les égyptologues, dans lequel pour la première fois seront publiés de manière scientifique, effectivement, des relevés architecturaux, etc., les grands monuments d'Égypte. C'est un ouvrage qui sera publié à partir de 1809 et qui, en fait, survivra à Bonaparte, puisque les derniers volumes seront publiés en 1828. Le tableau que vous avez sur la gauche est évidemment postérieur, il date de Napoléon III, en fait, tableau de Jean-Léon Gérôme, dont le sous-titre est intéressant, évidemment, l'Oedipe. C'est très freudien, bien entendu, mais la référence, bien entendu, n'est pas à Freud, elle est à l'autre sphinx, la sphinge de Thèbes, la sphinge grecque, souvent confondue d'ailleurs avec son homologue égyptien. Sur la droite, vous avez une des fontaines établies sous le régime napoléonien, sous le régime impérial, à
Paris donc, la fontaine du Feylat, qui existe toujours et qui témoigne de manière tout à fait explicite, me semble-t-il, du fait que non seulement Bonaparte a utilisé l'Égypte comme source de propagande pour le régime, mais l'a même utilisé en fait pour mettre ce régime en forme, je veux dire pour lui donner un vocabulaire architectural et artistique reconnaissable, différent de celui des autres régimes contemporains ou de ceux qui ont précédé. C'est vrai dans les départements français, tout particulièrement Paris, c'est vrai également dans les départements qui ne sont plus français maintenant, je pense en fait à la Belgique, où de très nombreux exemples d'égyptomanie napoléonienne sont encore aujourd'hui visibles. Autre fontaine qui date de la même époque, mais qui a été remaniée dans les années 1858, la fontaine du Palmier, que vous connaissez mieux évidemment sous le terme de fontaine du Châtelet. Le palmier, en fait, c'est la colonne centrale qui effectivement est une colonne à l'égyptienne. Les sphinx, eux, ont été ajoutés plus tardivement. Vous en voyez un sur l'image de gauche. L'Égypte est donc très présente à Paris pendant le règne de Bonaparte. L'Égypte ne quittera plus Paris d'ailleurs. Même après son départ, c'est bien là qu'on trouve la concentration la plus extraordinaire de monuments se référant d'une manière ou d'une autre à l'Égypte, parfois des monuments égyptiens d'ailleurs transposés de l'Égypte à la France. Je pense ici à l'obélisque de la Concorde, bien entendu. Est-ce qu'il s'agit toujours d'égyptomanie ? Ça peut se discuter, mais là je n'ai vraiment pas le temps pour m'engager dans ce genre de réflexion. C'est en tout cas de la récupération de l'Égypte ancienne, comme on a aussi évidemment récupéré le vocabulaire gréco-romain, à même époque d'ailleurs parfois. Et ce qui est intéressant aussi pour l'égyptomanie, c'est que comme on le verra plus tard aussi, elle est plus spécifiquement au XIXe, en tout cas liée aux milieux plutôt libéraux, plutôt francs-maçons, etc., que la Grèce, Rome, ou je ne parle même pas alors du gothique ou du roman. La première grande étape dans l'égyptologie, la face claire de l'égyptomanie, qui serait le côté obscur de l'égyptologie. L'égyptologie, en fait, démarre avec Champollion, comme vous le savez, Jean-François Champollion, qui déchiffre, ou en tout cas qui a donné l'impulsion au déchiffrement des hiéroglyphes en 1822, avec sa fameuse lettre à Dacier, qui était le secrétaire perpétuel de l'Académie, mais en France. Vous la voyez ici dans une statue créée par Frédéric Bartholdi, que vous connaissez, même si vous n'en rendez pas compte. C'est le sculpteur de la Statue de la Liberté à New York, qui au départ d'ailleurs est une statue représentant le génie, un génie apportant la lumière en Égypte. Bartholdi a représenté un Champollion songeur avec le pied, comme vous pouvez le voir, sur un fragment de statue. Figurez-vous que ça a fait des remous du côté de la diplomatie égyptienne tout récemment, qui trouvait que Champollion en fait bafouait un peu l'Égypte en mettant son pied négligemment sur un bout de statue. Bon, je crois que je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Vous aurez compris que je ne suis pas tout à fait de la même opinion. Je parlais de la franc-maçonnerie. Effectivement, elle s'empare très rapidement du vocabulaire égyptien pour le faire sien, dans les loges, mais aussi pour les tombes de certains maçons notoires. Je pense ici à Gaspard Monge, par exemple, qui a une tombe égyptisante très importante au Père-Lachaise, justement, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Pourquoi ce rapport privilégié entre la franc-maçonnerie et l'Égypte ? Essentiellement parce que c'est une référence non biblique. C'est une référence qui porte plus loin que la Bible. Il y a évidemment au XIXe siècle cette discussion sur, en quelque sorte, les origines du monde. Darwin est en train de frapper à la porte, là, en 1841 ou presque. Sur les origines du monde, est-ce que vraiment tout a commencé en 4004 avant notre ère, ou est-ce qu'on peut remonter plus loin ? La chronologie égyptienne, manipulée par un Champollion ou ses successeurs immédiats, Mariette, etc., faisait remonter l'Égypte à 5000 avant. Donc opter pour l'Égypte, c'était nier la Bible, en quelque sorte.
Et évidemment, dans les milieux maçonniques de l'époque, qui sont rigoureusement anticléricaux, pas nécessairement anticatholiques, mais anticléricaux en tout cas, dans ces milieux-là, évidemment, ça convenait tout à fait. Donc on se réfère à l'Égypte, qui est une référence qui mène au-delà de la Bible, qui montre que les maçons qui se réclament de l'Égypte en tant qu'héritier, des architectes de l'Égypte, c'est montrer que, évidemment, la maçonnerie est plus ancienne que la chrétienté et que donc elle mérite par là même un respect qu'elle ne reçoit pas toujours d'ailleurs au XIXe ni au XXe d'ailleurs. Valenciennes, temple de la loge de la parfaite union, c'est le plus ancien exemple dont j'ai un témoignage graphique. C'est un bâtiment qui n'existe plus actuellement. Les loges les plus anciennes conservées actuellement dans l'État datent plutôt de la deuxième moitié du XIXe siècle. Je vous en montre ici une du début du XXe à Lille, la loge de la Lumière du Nord, qui s'affirme d'ailleurs très fermement en façade, ce qui n'est pas toujours le cas pour les loges maçonniques, avec ce grand relief figurant entre autres un sphinx. Je ne parlerai pas ici, parce que je voulais parler le moins possible de la Belgique, des deux grands monuments maçonniques, égyptomaniaques d'ailleurs, de Bruxelles, mais je vais vous les signaler quand même. Le temple de la rue du Persil, qui est en cours de restauration actuellement et qui va être rendu bientôt à toute sa splendeur d'origine, et le temple de la rue de Laken, qui lui a déjà été pris en main. Deux édifices qui datent respectivement des années 1876 et 1910 et qui sont parmi les plus beaux monuments du genre. Ils sont égyptomaniaques tous les deux, parmi les plus beaux monuments du genre, et d'ailleurs on y faisait référence très volontiers. Le temple de la Lumière du Nord, par exemple, est un temple dont l'architecte a avoué qu'il avait son origine, sa référence à Bruxelles. Champollion, c'est la première étape de l'égyptologie, c'est le déchiffrement des hiéroglyphes. Auguste Mariette, dont vous avez la statue qui se trouve à Boulogne-sur-Mer, il était originaire de Boulogne-sur-Mer, sur la gauche. Mariette, c'est la suite, si je puis dire, c'est le premier directeur des Antiquités en Égypte, c'est le premier directeur d'un musée en Égypte, ce musée qui est encore à Boulak à l'époque, qui est un port du Caire, un musée donc qui est maintenant le musée du Caire que vous connaissez. C'est grâce à lui, d'autres diront à cause de lui, qu'une bonne partie des antiquités majeures de l'Égypte ancienne se trouvent au Caire et non plus, comme c'était l'usage avant lui, n'ont plus été acheminées sur Londres, Paris, Berlin, etc. Quittons la France pour visiter quand même très brièvement la Belgique. Waterloo, je vous disais déjà, à l'origine, la butte devait être une pyramide. Vous avez le projet en haut à gauche. Il y a quand même un monument égyptisant sur la plaine de Waterloo qui est ce môle qui est en fait à l'honneur des officiers hanovriens tombés lors de la bataille. Et par ailleurs, en Belgique, à l'époque napoléonienne, je vous l'annonçais déjà tout à l'heure, tout comme en France, dans les villes, mais aussi dans les grandes résidences des nouveaux nobles, on voit apparaître des références à l'Égypte, et c'est souvent très explicitement pour faire plaisir à l'empereur. On réhabille Bruxelles, par exemple, lors de la première, disons, joyeuse entrée de Napoléon ici. C'est entre autres, je pointe par là, mais c'est en fait par là que je l'ai pointé, c'est entre autres l'aile droite du Palais Royal qui à ce moment-là est complètement réaménagée à l'égyptienne. Il en subsiste quelques éléments. Ceux qui connaissent bien les musées royaux d'art et d'histoire savent que sur le palier qui mène vers les collections égyptiennes, il y a une statue égyptisante ou égyptomaniaque, comme vous voudrez. Elle était à la base de l'escalier de cette préfecture, parce que c'était la préfecture de Bruxelles, réaménagée à l'occasion de la visite de l'empereur. Donc on connaissait son goût pour l'Égypte et on le flattait volontiers en faisant à l'égyptienne. Comme par exemple la famille Artois, c'est bien ceux de la bière, à Vespelard, avec cette glacière, c'est une glacière qui est peut-être plus ancienne en fait que le régime napoléonien. Une glacière, oui, parce qu'il y a évidemment cette notion de la pyramide comme lieu de sépulture, mais aussi comme lieu de conservation.
dans les pyramides, on trouve des momies, ce sont des corps extraordinairement bien conservés. Le pas était évidemment tout naturel vers la glacière. Il y a beaucoup de ces pyramides dans les parcs de nos régions qui sont déglacées. En Belgique, je ne peux pas ne pas vous montrer, c'est ici une photo ancienne de 1856, mais je ne peux pas ne pas vous montrer le pavillon des éléphants du jardin zoologique d'Anvers. Il existe toujours, il est à nouveau en cours de restauration d'ailleurs. C'est un bâtiment donc un peu plus récent. Vous voyez que les dates de construction et de décoration, c'est entre 1855 et 1862. Je dois aller vite, donc je ne peux pas aller dans le détail, mais un détail intéressant, c'est l'inscription hiéroglyphique sur l'entablement, qui est en fait une inscription qui est, pour les égyptologues en tout cas, lisible. C'est en fait une inscription à la gloire de Léopold Ier. À la gloire de Léopold Ier, et nous verrons tout à l'heure un exemple d'inscription du même type à la gloire de Friedrich Wilhelm à Berlin, et puis vous en réserve un autre pour fin de l'exposé, mais ceux qui consultent le site de Corrigos, ils savent déjà de quoi je parle. Le temple du jardin zoologique d'Anvers me permet de passer de l'autre côté de la Manche. Là où les Français montrent un intérêt pour l'Égypte, les Anglais évidemment ne resteront pas dans la discrétion. Les deux grands pôles en fait de l'égyptomania à travers le monde, c'est bien la France et l'Angleterre. Et dans l'un et l'autre cas d'ailleurs, cette égyptomania sera exportée vers les colonies. C'est bien comme ça que je peux faire un exposé sur l'égyptomania de l'Amazone aux Zambèzes. C'est grâce en fait aux activités de ces nations coloniales. Un des monuments les plus extraordinaires en Angleterre n'existe plus malheureusement, mais qui donc a été construit sur sol anglais, c'est l'Egyptian Court, qui était une évocation de l'architecture égyptienne sous cette gigantesque cloche à fromage qu'était le Crystal Palace. Vous voyez l'élément le plus spectaculaire de ce Egyptian Court, ici, non, c'est pas ça, sur la droite, c'est-à-dire une reproduction de deux des colosses de la façade d'Abou Simbel à l'échelle 1:1. Donc ça veut dire qu'il dépasse les 20 mètres là. Hein. Bon, le Crystal Palace, vous en voyez un autre détail ici. Il a été le modèle, en fait, du temple égyptien du jardin zoologique. Et là, c'est aussi une chose que je tenais à vous dire. Tous ces monuments, en fait, sont quand même liés les uns aux autres. Les égyptomanes sont plus souvent inspirés par d'autres œuvres égyptomaniaques que par les sources égyptologiques. L'égyptomania accuse un retard. Très certainement, et très vite par rapport à la science, par rapport à l'égyptologie. On puise plus volontiers dans les textes gréco-latins, on puise plus volontiers chez le collègue que d'aller lire des textes souvent pondéreux, évidemment, produits par des égyptologues de plus de langue allemande ou de langue russe. Almata Demain, dont vous avez ici un des tableaux les plus connus, c'est aussi laissé inspirer par le Crystal Palace. Il est clair que l'arrière-plan du tableau ici a été croqué dans ce bâtiment qui était en fait le lieu de la première exposition universelle en Occident. Almata Demain, c'est un peintre qui est passé par Anvers et par Bruxelles, et on oublie souvent que la plupart des œuvres qui montrent des scènes dans l'Égypte ancienne ont été en fait peintes quand il était à l'Académie à Anvers ou quand il était résident ici à Bruxelles. Celui que je vous montre en fait est un des exemples plus tardifs, 1872, un exemple londonien. Exposition universelle, l'Égypte y est toujours présente, et elle y est présente sous une forme assez particulière. C'est toujours l'Égypte pharaonique qui est là, et elle dit quelque chose que l'Égypte en fait dit très peu, elle dit l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose à noter, c'est cette assimilation entre l'Égypte et l'Afrique. Comme si l'Égypte disait toute l'Afrique ou l'inverse. C'est évidemment le pays du Nil, et le Nil pénètre profondément dans l'Afrique noire même. On sait que ce fut une obsession du 19e que de retrouver les sources du Nil, mais aller faire de l'Égypte la porte de l'Afrique, c'est forcer peut-être un peu l'affaire. On verra
tout à l'heure qu'il y a eu une réaction en retour aussi. Le premier exemple d'égyptomania londonienne, c'est cet Egyptian Hall de 1812, où il y avait en façade une statue d'Osiris et une d'Isis. Bon, là aussi, évidemment, Osiris et Isis sont dans la culture européenne avant même que Bonaparte passe en Égypte. Isis und Osiris, évidemment, référence à la flûte enchantée, qui s'appelait d'ailleurs les mystères d'Isis dans la traduction française. Pourquoi est-ce que je vous montre Egyptian Hall? Parce que, en fait, c'est l'endroit où un des grands pionniers de l'archéologie égyptienne, qui était Giambattista Belzoni, a exposé sa maquette de la tombe de Séti Ier, qu'il a découverte et qui reste un des grands monuments de l'Égypte pharaonique. Et pourquoi est-ce que je parle de Giambattista Belzoni? Parce qu'en fait, le résidu de sa collection, tous ces premiers explorateurs de l'Égypte avaient leur propre collection, est arrivé jusqu'à Bruxelles. Et figurez-vous qu'au musée du Cinquantenaire, il y a encore des objets qui, à l'origine, en fait, faisaient partie de la collection de Belzoni. Vous avez tous vu l'entrefilet dans la presse récemment sur une tête de momie volée au Cinquantenaire. Eh bien, cette tête de momie est une tête qui venait de la collection Belzoni. Un exemple dont je n'aurais pas voulu vous priver, les Marshall Mills de Leeds. En fait, c'est du coton qu'on file à Leeds, et le coton est aussi, par excellence, associé à l'Égypte. Il connaîtra d'ailleurs, le coton égyptien, un boom au moment de la guerre de sécession de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi? Parce que le coton américain, évidemment, ne nous parvenait plus. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les industries cotonnières égyptiennes vont se profiler. Ce qui est extraordinaire à Leeds, c'est que toute la machinerie, comme vous pouvez le voir ici, était également égyptisante. Là, c'est vraiment de l'égyptomanie, parce que c'est gratuit, bien entendu, que de faire ça dans le style égyptien. Un exemple plus tardif, tout ce qui date d'après 1922, vous en doutez bien, a été créé sur un regain d'intérêt pour l'Égypte qui provient évidemment de la découverte de la tombe de Toutankhamon. La Carreras Cigarette Factory, encore un thème qui est souvent associé à l'Égypte, la cigarette. Et là, c'est parce que, en fait, jusque à l'apparition des grandes marques qui sont encore celles d'aujourd'hui, les cigarettes, la plupart des cigarettes qui étaient vendues en Europe étaient roulées en Égypte. Le tabac ne venait pas d'Égypte, il venait de Turquie, mais les cigarettes étaient roulées en Égypte, ce qui fait d'ailleurs que vous trouviez jusqu'à une dizaine d'années sur les marchés chez nous, marchés aux puces, très souvent des boîtes de cigarettes avec des motifs égyptisants, etc. Alors Marc Semmings se posait la question de savoir si j'étais aussi égyptomaniaque. J'ai quand même ma petite collection de boîtes à cigarettes égyptomaniaques, alors que je ne suis pas du tout fumeur. Toujours dans les îles britanniques, le phare d'un village écossais de l'Argyllshire, dont je n'essaierai pas de prononcer le nom, c'est encore un thème évidemment qui est souvent associé à l'Égypte, celui du phare, et là vous comprendrez pourquoi évidemment. Le phare d'Alexandrie était une des références majeures pour l'Antiquité, une des merveilles du monde d'ailleurs, et à travers le monde entier, vous allez trouver des phares dont certains éléments au moins sont égyptisants. Qui dit France, qui dit Angleterre, doit aussi dire Allemagne, évidemment, au XIXe siècle, de très nombreux exemples aussi d'égyptomania en Allemagne. D'ailleurs, à côté de Jean-François Champollion, le fondateur de l'égyptologie moderne, c'est bien un Allemand, Karl Lepsius, dont les ouvrages de gigantesques volumes de planches lithographiées, magnifiques d'ailleurs, et qui sont aussi encore toujours une référence pour les égyptologues, dont les publications ont été très largement pillées et puis adaptées pour faire entre autres ce Straußenhaus, donc la maison des autruches aux eaux de Berlin, détruit en 1945. Je vous disais que ces architectes qui font les monuments à l'égyptienne réfèrent souvent à d'autres architectes qui ont déjà fait un monument à l'égyptienne. Et bien voilà, quand les Allemands décident de construire leur Straußenhaus à l'égyptienne, où vont-ils trouver leur inspiration? Oui, pour les décors dans Lepsius, mais pour l'architecture,
pas dans Lepsius, à Anvers. Une délégation allemande qui vient à Anvers et qui vient discuter avec Charles Servet, l'architecte du monument anversois, qui est la source d'inspiration directe pour le monument que vous voyez là. À Berlin aussi, et là malheureusement la guerre est passée par là également, le Neues Museum, qui a été très largement remis en état assez récemment, c'est d'ailleurs une réussite je trouve. La salle égyptienne a fort souffert des bombardements, mais il nous en reste des lithographies tout à fait remarquables, qui nous permettent de savoir, entre autres, que tout comme à Anvers, on avait proclamé la gloire du pharaon Léopold Ier, à Berlin, on a proclamé celle du pharaon Friedrich Wilhelm IV, qui avait été d'ailleurs le sponsor, dirait-on de nos jours, de Lepsius. C'est une époque glorieuse, le XIXe siècle, et les gouvernements finançaient encore les expéditions archéologiques et les finançaient très largement. C'est quelque chose dont on ne peut plus que rêver maintenant. À Berlin, j'ai découvert par ailleurs, lors d'une visite récente, cette ambassade égyptienne, donc créée aux alentours de 2000, assez extraordinaire, je ne connais pas l'intérieur. Vous pouvez voir la façade, en fait, depuis la Gemäldsammlung, c'est comme ça que j'ai découvert, un bâtiment qui montre que l'Égyptomania est encore vivante de nos jours. J'aurai l'occasion de vous montrer encore quelques autres exemples. La Russie, peut-être plus inattendu dans notre périple, avec à Pouchkine, donc l'ancienne Sarkosel, l'entrée du parc Alexandre, avec des pylônes à l'égyptienne, couverts de reliefs. Tout ça est en fer forgé, figurez-vous. Un exemple assez spectaculaire d'égyptomania. Les Russes participent d'ailleurs aussi à l'égyptologie. Il y a toute une école russe qu'on connaît peu, évidemment, parce qu'ils publient malheureusement en russe, et leurs ouvrages sont évidemment, à l'égyptologue moyen, francophone ou anglophone comme moi, totalement inaccessibles. Mieux connus peut-être sont les aménagements de la Fontanka, c'est un canal qui traverse Saint-Pétersbourg. C'est un quai que vous avez sur la gauche et puis un pont que vous avez sur la droite. Le pont malheureusement s'est effondré, c'est d'ailleurs ce que montre la gravure que vous avez là, l'effondrement du pont de la Fontanka. Mais les sphinx qui marquaient l'entrée des ponts sont toujours bien présents. Beaucoup de ponts égyptiens ou à l'égyptienne à travers toute l'Europe. Et là, si pour les cigarettes, pour le coton, je peux vous expliquer d'une demi-phrase le pourquoi, pour les ponts, je comprends beaucoup moins. D'autant que les ponts sur le Nil, ils sont tous très récents. Donc il n'y a pas de pont spectaculaire, pharaonique sur le Nil qui pourrait expliquer ce choix d'encadrement, d'entrée de pont à l'égyptienne. Il y en a un peu partout, vous allez voir encore un exemple ou deux. Voilà, tout ne s'explique pas ou tout ne s'explique pas encore, bien entendu. La Russie, c'est aussi la Sibérie. Figurez-vous que jusqu'en Sibérie, on a des exemples d'égyptomania. Ici, c'est le musée de Krasnoïarsk, un édifice qui date de l'immédiate après-première guerre. C'est le musée d'histoire régionale. Il n'y a absolument aucune raison, fondamentalement, de le faire à l'égyptienne, mais voilà, c'est encore un thème qu'on va retrouver à plusieurs reprises. Les lieux de savoir. Bibliothèque, bon là on comprend, bibliothèque d'Alexandrie évidemment, de nouveau, et aussi musée. Mais c'est la même chose. Le Muséon d'Alexandrie, très souvent dans les styles égyptiens, très souvent, beaucoup plus souvent qu'il devrait. Ici à Krasnoïarsk, je vous dis, c'est l'archéologie sibérienne qui est présentée, m'a-t-on dit, je n'ai pas été jusque-là, et pas du tout les antiquités égyptiennes. Les ponts, mais en revoilà un encore. En Italie, dans le Latium, l'Italie joue un rôle quasi aussi important que la France dans la redécouverte de l'Égypte, parce qu'à côté de Champollion, de Lepsius, le troisième larron qui a vraiment fondé l'égyptologie moderne, c'est Ippolito Rossellini, qui était professeur à Pise et qui est à l'origine, entre autres, du musée de Florence. L'Italie avait évidemment aussi
pratiquement tous les monuments égyptiens connus en Europe avant les expéditions du XIXe siècle, des monuments qui avaient été ramenés par les Romains déjà à partir d'Auguste en Europe. Rome est très riche en monuments égyptiens qui ont été ainsi ramenés par les empereurs romains, entre autres une collection impressionnante d'obélisques, comme vous le savez, y compris sur la place du Vatican. C'est dire que l'Égypte est présente à Rome. À propos de ponts, je reviens un moment en arrière vers la Belgique. Nous avons eu un projet de pont suspendu, jamais réalisé non plus, à Anvers, figurez-vous, un projet des années 1860 qui devait relier les deux rives de l'Escaut à hauteur de l'actuelle Steen. Bon, là, je me dis que c'est peut-être une bonne chose que ça n'a pas été réalisé, mais bon, c'est peut-être en tant qu'Anversois que je parle là. Retournons en Italie avec ces fabriques qu'on trouve dans les jardins de toute l'Europe. Et pourquoi dans les jardins? Mais je vous ai dit tout à l'heure, oui, au début du 19e siècle, c'est peut-être pour faire plaisir à Napoléon, mais il y a autre chose. Les parcours dans les jardins, c'est un peu la même chose qu'un parcours dans un jardin zoologique. On vous donne une image du monde dans laquelle l'Afrique ne va jamais être évoquée par autre chose que l'Égypte. C'est le cas dans les expositions universelles, c'est le cas dans les jardins zoologiques, et c'est aussi le cas dans des parcs comme ici le Giardino Stibert. Stibert est un anglais en fait, avec ce petit monument avec deux Atlantes à l'égyptienne encadrant la porte d'entrée. On revient aux funéraires. En Italie, vous doutez bien qu'il y a des monuments assez impressionnants à l'égyptienne dans les cimetières. Il y en a à Turin, il y en a à Gênes, etc. Ici, à Alberobello, qui est pourtant un petit village, Alberobello, donc c'est l'entrée du cimetière à l'égyptienne. On est dans les Pouilles. Et alors, juste en apéritif, dirais-je, à son propos, la tombe de Giuseppe Parvis, je vous dirai plus tard de qui il s'agit, à Turin, une tombe de 1909, enfin aménagée en 1909, mais la tombe n'est pas de 1909. Il est enterré, M. Parvis, dans un sarcophage de la 4e dynastie. C'est assez rare. D'autres exemples, pour bien vous dire que c'est universel, le Panthéon, comme ils disent, de José Herrero à Saragosse, celui de la famille Lover à Valence, dans le bas. Un exemple au Guatemala, donc, comme je vous disais, la force de partir à la conquête du monde, les pays colonisateurs ont aussi exporté l'Égypte vers d'autres continents. Je vous ai mis la petite étiquette Cerveza Gallo. Pourquoi? Parce que les Castillo Cordova apparemment sont des brasseurs. Or, la bière est aussi quelque chose qui est souvent associé à l'Égypte parce qu'on sait que les Égyptiens étaient par excellence des buveurs de bière. Ils buvaient un peu de vin aussi, mais ils n'en fabriquaient pas. Jusqu'à la 18e dynastie, en tout cas, le vin importé de Palestine, figurez-vous. Et alors, sous-titre, c'était quand même Heure et Malheur. Eh bien, je dirais que la Madrid, le Valle de los Caídos, est plutôt un malheur. C'est un monument de l'époque franquiste, comme vous pouvez le voir, aménagé en 1940. Bon, vous voyez surtout la croix, j'imagine, mais en dessous, le portail est bien à l'égyptienne. Pourquoi est-ce que je mets Viva Espagne? Parce que c'est aussi le monument où se trouvent actuellement les restes de Franco. Les cimetières me permettront de passer de l'autre côté de l'Atlantique, et vous imaginez bien qu'aux États-Unis, on va retrouver la même chose, mais en plus grand. Alors, porte de cimetière relativement discrète encore, à Mount Auburn, on est près de Harvard en fait, les tombes des grands professeurs de Harvard se trouvent derrière ce portique égyptien, entre autres sous le sphinx que vous voyez ici. Mais d'autres formules aussi aux États-Unis, du cinéma entre autres. Plein de cinéma dans des endroits parfois obscurs. Bon, je vous en ai choisi un à Hollywood, le Grauman's Egyptian Theatre qui existe toujours. 1922, donc là vous sentez de nouveau Toutankhamon. Les cinémas sont assez régulièrement en style égyptien. Pourquoi? Là de nouveau, je n'ai pas vraiment d'explication. Il y a un bel exemple qui est revenu à nous, dirais-je, après une belle restauration tout récemment. C'est le cinéma Luxor à Paris, qui a fait l'objet donc tout récemment de travaux de réaménagement. Et alors il y a ceci. Le fameux Luxor Hotel and Casino de Las Vegas. Pour les amateurs de cinéma, peut-être de mauvais cinéma encore, que c'est le cadre de la scène
pas finale, mais pénultième, de Mars Attacks de Tim Burton, tout à fait dans un contexte égyptien. Contexte égyptien qui, évidemment, à l'américaine, est un contexte du grand, du colossal. Le sphinx est à l'échelle du grand sphinx de Giza, et la pyramide est évidemment bigger and better que la pyramide de Képhren qui correspond au sphinx. Les zoos, encore un zoo ici à Memphis, Tennessee. Bon, là, vous voyez bien que la tentation est trop grande pour les habitants de Memphis, Tennessee, puisqu'il y a une Memphis, Egypt, pour ne pas faire de l'égyptien. Je n'ai pas eu l'occasion, parce que je vous avoue que celui-là, je l'ai découvert assez récemment sur Internet, de voir si les inscriptions correspondent à quelque chose. Il est rare que ceux qui placent des hiéroglyphes sur un monument ne se laissent pas tenter par le discours. Ici, donc, je ne pourrais pas vous dire. D'autres édifices du zoo de Memphis, apparemment, sont également en style égyptien, mais toujours cette référence Égypte égale Afrique. Parce que qu'est-ce qu'on met dans les pavillons égyptiens? Mais toujours des animaux africains. Au zoo d'Anvers, les éléphants, les girafes. Au zoo de Berlin, comme vous avez vu tout à l'heure, les autruches. On revient à la maçonnerie, parce qu'évidemment, ce qui est vrai de notre côté de l'Atlantique est vrai là-bas aussi, mais de nouveau en plus grand. La Grande Loge de Pennsylvanie, entre autres, ici à Philadelphie, toujours avec cette abondance de polychromie qui, sur une photo, peut parfois choquer, mais je vous assure, pour avoir vu le temple de la rue du Persil ici à Bruxelles en cours de restauration, quand on est dedans, ça a beaucoup d'effets et beaucoup d'allure. Il n'y a pas que les loges qui se réfèrent à l'Égypte, également les synagogues. Alors je vous en montre une ici en Australie. Je dis que ça, on allait faire le tour du monde. Hein. En Australie, à Hobart, et là un meuble à l'intérieur de la synagogue de Sydney, mais qui a une façade à l'égyptienne également. La référence est plus étrange, à vrai dire. Est plus étrange parce que dans le temple de Salomon, auquel par idéal la synagogue, le temple maçonnique aussi d'ailleurs, mais bon, se réfère, d'après la description biblique, il n'y a pas d'éléments égyptiens ou égyptisants. Donc là, c'est de la recréation 19e, mais manifestement, très volontiers, aux États-Unis, en Australie, également en Afrique du Sud, la synagogue prend des allures égyptiennes. Pour l'Afrique du Sud, je vous ai quand même trouvé un exemple, mais ce n'est pas une synagogue, c'est le gymnase de Paarl, près de Johannesburg, dont la tour centrale se réfère également à l'Égypte. Toujours en Australie, des monuments funéraires, bien entendu, avec ici le monument à la famille Syme, qui est une référence assez explicite et assez correcte au kiosque de Trajan sur l'île de Philae. Et alors, l'Égypte elle-même, allez-vous me demander, ben oui, l'Égypte elle-même a pas mal de monuments à l'égyptienne, et ce n'est pas toujours mauvais, enfin, quand ça a été construit avant 1960. Ici au Caire, par exemple, le mausolée de Saad Zaghloul, qui est en fait le fondateur du nationalisme égyptien. C'est lui qui est à la base du retour au règne de l'Égypte, disons, d'une dynastie locale. Saad Zaghloul a été enseveli, donc, a été mis au tombeau, dans un mausolée à l'égyptienne. Et pourquoi un mausolée à l'égyptienne pharaonique? Parce que lit-on dans la presse de l'époque, la presse égyptienne de l'époque, si on l'avait mis sur un monument, sous un monument de style arabe, très vite il serait devenu le cheikh Zaghloul et il serait devenu un objet de pèlerinage. On est ici, ça peut étonner de nos jours, à une époque entre le début des années 20 et jusqu'à la chute de Farouk, voire un peu au-delà, dans une Égypte qui est laïque, une Égypte où on fait vraiment la différence entre l'État et l'Église, une Égypte où le modèle, c'est Atatürk. Alors, on est évidemment retourné en arrière. Une des figures marquantes de cette période en Égypte, qui voit donc l'Égypte se couvrir de monuments qui réfèrent à l'époque pharaonique, une des figures phares de cette époque
qu'on qualifie parfois d'époque pharaonique d'ailleurs, on parle de pharaonisme, c'est Mahmoud Mouktar, un sculpteur qui avait été formé à Paris et qui a entre autres créé ce monument assez étonnant, l'Égypte s'éveille, que vous avez sur la gauche et qui est toujours sur la voie publique au Caire. Heureusement, l'Égypte tient pour le moment, contrairement à certains des pays voisins, avec cette très belle figure féminine qui lève son voile pour regarder l'avenir. Bon, là aussi, on pourrait peut-être gloser, mais ce n'est pas le moment de le faire, sur cette manière de voir les choses en Égypte dans les années 20 et 30. Un autre exemple de la production de Mahmoud Mouktar, La fiancée du Nil, que certains d'entre vous ont peut-être vu à la Fondation Bogossian, puisqu'il y a eu une exposition d'Égyptomania à la Fondation Bogossian, où une des pièces majeures était justement La fiancée du Nil. Autre exemple de pharaonisme en Égypte, le poste de police de Luxor. Il n'existe plus. Il a été démoli pour faire place à l'allée de Sphinx qui relie le temple de Luxor au temple de Karnak. La gare de Giza. Et alors au-dessus, c'est en fait la station de pompage de Luxor. Donc tous les monuments publics dans ces années-là sont à l'égyptienne. Et l'Égypte exporte son architecture pharaonique, puisque à l'exposition de Liège, en 1930, le pavillon qui représentait l'Égypte, c'était bien celui-là. Il y a de très bonne relation entre l'Égypte et la Belgique, entre les maisons royales, entre autres, comme en atteste la médaille avec le lion belge profilé derrière le sphinx égyptien. Petit détail d'égyptologie, c'est dans ce pavillon de l'Égypte que seront pour la première fois exposées des reproductions à l'échelle 1:1 d'objets de la tombe de Toutankhamon. Découverte en novembre 1922, mais encore en cours de fouille dans les années 30. On connaissait déjà les objets par des photos, par des publications, mais là, pour la première fois, on peut apprécier les objets eux-mêmes, en tout cas des copies. Alors, nous avons vu l'Europe, nous avons vu l'Amérique du Nord, avec l'Égypte, nous sommes entrés en Afrique, et le reste de l'Afrique, me direz-vous? Eh bien, le reste de l'Afrique a très peu de choses à offrir en matière d'égyptomania, sauf l'Afrique du Sud. Pourtant, il y a un courant actuel de référence à l'Égypte dans les milieu black, tout particulièrement dans le contexte anglo-saxon, au point même que l'Égypte est présentée actuellement comme, l'Égypte pharaonique en tout cas, comme une nation qui aurait été menée par des dirigeants noirs. Moi, ça m'importe peu, mais c'est en tout cas faux. C'est en tout cas faux, comme on peut le voir par l'image que vous avez là. Au pied de Pharaon sont souvent représentés des prisonniers. Les deux ennemis traditionnels, c'est les ennemis de l'Est, qui sont les Levantins, qui sont très reconnaissables en général, je ne vous les montre pas, et alors les ennemis du Sud, qui sont des Africains, qui sont représentés de manière quasi caricaturale. Si les Égyptiens les représentent comme ça, c'est qu'ils s'y assimilaient pas. Alors, néanmoins, il y a donc tout ce courant de récupération de l'Égypte par des chercheurs africains aussi, et puis aussi par, évidemment, des personnages plus en vue comme un Michael Jackson, par exemple. Un Michael Jackson qu'on a voulu reconnaître dans une statue qui se trouve au Field Museum de Chicago. Je vous montre la comparaison, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, l'objet est devenu une pièce de pèlerinage. Apparemment, depuis la mort de Michael, oui, il est mort. Enfin, il paraît qu'il n'est pas mort, quand même. Depuis qu'il est mort, cette pièce attire des dizaines de milliers de visiteurs au Field Museum qui viennent voir Michael. Bien, et puis il y a cette évocation aussi de Nefertiti dans un clip de Jackson, justement, Remember the Times, que je vous montre sur la gauche. L'Afrique, il y a juste ça que je peux vous montrer, ça n'a rien à voir avec l'Égypte évidemment, mais il y a une production de sarcophages. Le sarcophage, c'est quand même très égyptien. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré l'un de notre article ou ouvrage. Il y a quelques ouvrages qui sont sortis récemment sur cette production de sarcophages au Ghana. Ils prennent
tout particulièrement la forme de voiture de luxe, donc on se trouve enterré dans une Mercedes, bon, plus ou moins en carton quand même, mais dans une Mercedes quand même. Et alors, il y en a d'autres qui se font enterrer dans des portables géants, dans une bouteille de coca géante, etc. Ce sont des sarcophages. Oui, je n'ai pas trouvé mieux. Ça veut bien dire que pour l'Afrique, franchement, il n'y a pas grand-chose. Pour l'Asie, il n'y a pas grand-chose non plus. Alors je passe sur le continent asiatique en restant au Levant, avec le musée de Beyrouth en 1942, qui a miraculeusement survécu à la guerre civile d'ailleurs, et qui contient un certain nombre d'objets qui sont du 2e millénaire avant notre ère, même du 3e millénaire avant notre ère, et qui étaient déjà égyptomaniaques. L'égyptomanie, je vous la présente pour le 19e et le 20e, mais je pourrais vous faire un exposé pour le 19e et le 20e avant, où déjà certaines nations sont fascinées manifestement par cette culture égyptienne tout à fait exceptionnelle. Revoilà Giuseppe Parvis. En fait, ce meuble, dont vous pouvez trouver l'histoire en détail sur Corrigos, est un meuble qui se trouve chez un antiquaire anversois, et j'ai été appelé en fait pour lire les hiéroglyphes. L'antiquaire avait compris que sur beaucoup de monuments au 19e, quand il y a des hiéroglyphes, ils sont lisibles. Et il faut dire que, comme on dit vulgairement, ça n'a pas été de la tarte. Parce que l'inscription est compliquée et se réfère à des choses inattendues. Bon, première chose que nous avons reconnue avec Luc Delvaux, qui est conservateur au musée du Cinquantenaire ici, c'est la fin de l'inscription où mentionne, où il est écrit Siam. Bon, je dis ça à mon antiquaire, Siam, tiens. Moi, je trouve ça bizarre. Ah, moi, je ne trouve pas ça bizarre du tout, me répond-il, j'ai acheté cette armoire à Bangkok. Ah bon? D'accord. Et puis finalement, bon, pour faire court, parce que je n'ai pas le temps ici, il s'est avéré que cette armoire, en fait, a été fabriquée pour un personnage qui s'appelle de son vrai nom Poramintra Mahachulalongkorn, je ne savais pas non plus, hein, mais qui est en fait Rama V du Siam. Rama V, c'est Yul Brynner dans The King and I. Et c'est une œuvre de ce Giuseppe Parvis dont je vous ai montré la tombe tout à l'heure. Il a été enterré à Turin, mais il a passé sa vie au Caire, où il a fabriqué pendant 50 ans des meubles à l'égyptienne, qu'il a exportés manifestement dans le monde entier, et donc jusqu'à Bangkok, où un des palais de Rama V devait avoir une pièce habillée de ces meubles à l'égyptienne. J'en ai trouvé un deuxième entre-temps, son bureau, qui est chez un antiquaire parisien, celui-là. Ça, c'est quelque chose qui se trouvait chez un antiquaire américain, mais qui est simplement de la production de Parvis, mais pas pour Mahachulalongkorn. Mahachulalongkorn, que vous voyez ici, en compagnie de Abbas Hilmi II, qui est un des souverains égyptiens, qu'il a d'ailleurs abondamment décoré de tous les ordres dont l'Égypte disposait. L'Asie a quand même encore 2-3 petites choses à vous proposer. À Shijiazhuang, dans le Hebei, une copie conforme du sphinx de Giza. C'est bien lui que vous voyez là, c'est le chinois. Et alors, d'aucuns d'entre vous ont peut-être vu dans la presse, il y a un an, je crois, en janvier, des photos du sphinx sous la neige. Il avait neigé en Égypte, un miracle, le sphinx sous la neige. C'était du faux, c'était celui-là qu'on vous montrait sous la neige, en effet, parce que nous sommes là quand même assez bien dans le nord de la Chine. Alors comme les Chinois ont très bon goût, comme vous le savez, je vous montre aussi la charmante jeune fille habillée du seul masque de Toutankhamon. On reste en Asie avec une pyramide. Pour revenir à mon thème de départ, et vous aurez compris que la parenthèse est en train de se fermer, à Astana, le palais de la paix, de la réconciliation, c'est joli, enfin l'idée est jolie en tout cas. Et alors, évidemment la pyramide du Louvre, je ne pouvais pas non plus vous en priver, eh bien figurez-vous que Yau Min Pei, notre architecte de la pyramide du Louvre, a toujours prétendu qu'il n'avait pas du tout été inspiré par l'Égypte, mais pas du tout. Non, c'est la forme pure de la pyramide qui avait inspiré en direct. Et oui, par après, il s'est dit que c'était bien une forme assez égyptienne et que pour un musée, ça pouvait convenir. Mais au départ, non, l'Égypte ne l'a pas inspiré du tout. L'Égypte est présente partout dans
notre cadre de vie. Elle est présente par des monuments, elle est présente évidemment dans les musées. Je crois qu'elle est devenue incontournable, et ce qui est incontournable, évidemment, est toujours tourné à des sauces très diverses, comme vous avez pu le voir. Parfois c'est une réussite, parfois ce l'est un peu moins, mais en tout cas, je crois que l'Égyptomania a ce mérite, c'est qu'aujourd'hui encore, elle est finalement la meilleure ambassadrice de l'égyptologie. Les étudiants qui nous viennent à l'université, ils ont vu des choses égyptomaniaques, ils connaissent rarement des choses égyptomaniaques. J'assimile à l'égyptomanie aussi toutes les bandes dessinées qui ont l'Égypte comme cadre, il y en a beaucoup, les films qui ont l'Égypte comme cadre, il y en a beaucoup aussi. Ils viennent avec cette connaissance-là, mais pas une connaissance évidemment de l'Égypte ancienne. Eh bien merci l'Égyptomania, parce qu'ils nous donnent évidemment des étudiants que nous aurons à retravailler peut-être pour en faire des vrais scientifiques, mais qui en tout cas ont eu cette base que je pense utile. Alors, la thèse est devenue un bouquin aussi dont on peut discuter, si vous voulez, publié au livre Timperman. La thèse, donc, qui concerne que la Belgique. Un jour, quand j'aurai beaucoup de temps, je ferai un autre ouvrage du même genre, mais alors sur l'Égyptomania dans le monde. Ce sera alors en collaboration avec quelqu'un dont je mentionne avec grand plaisir le nom ici, Jean-Marcel Imbert, qui est un chercheur français qui est vraiment la référence ultime en la matière, et qui, d'ailleurs, il y a des années maintenant, m'a fait l'honneur d'être dans mon jury de thèse. Alors, j'avais une petite image qui, elle, n'est pas passée pour illustrer Walk Like an Egyptian. Vous connaissez peut-être cette chanson des Bangles, qui est un groupe, un girls band comme on dit. J'avais voulu, lors de ma défense de thèse, passer Walk Like an Egyptian, et puis je me suis dit, je suis quand même en contexte académique. Déjà, la thèse sur l'Égyptomania, c'est un peu marginal, mais alors de plus, faire passer Walk Like an Egyptian, non. Je me suis dit que peut-être je le ferais ce soir, et puis, je ne sais pas, j'ai eu aussi un moment de timidité. Par contre, pour ceux qui ont vu l'exposition à la Fondation Bogossian, eh bien, ils se souviendront que dans un petit coin, en fait, l'ancienne salle de bain de la famille Ampin passait en boucle Remember the Time, justement, de Michael Jackson, et Walk Like an Egyptian des Bangles. Voilà, très rapidement, un aperçu sur l'Égyptomania dans le monde, avec quelques thèmes qui se détachent, je crois, de manière très, très claire, d'autres utilisations qui sont parfaitement gratuites. L'Égypte est très reconnaissable et donc sera peut-être plus facilement utilisée que d'autres références culturelles. Le Proche-Orient est singulièrement absent, par exemple, des manies du 19e. Une Égyptomania, donc, qui me retient depuis un bout de temps maintenant, et sur laquelle j'espère encore revenir vous parler peut-être dans une dizaine d'années, quand j'aurai fait de nouvelles découvertes, ou quand nos amis du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan auront construit de nouveaux monuments égyptomaniaques qui vaudront la peine d'être montrés aussi. Merci.